Bonsoir, merci d'être au rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Les efforts régionaux et internationaux déployés en vue de la formation du gouvernement et l'application des réformes se poursuivent. Sur ce, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdelrahman Al Thani, a rencontré le président de la République, Joseph Aoun. Il a déclaré depuis le palais de Babda: nous espérons que l'élection d'un président constituera un pas vers l'instauration de la sécurité et de la stabilité au Liban, et nous nous réjouissons d'achever la formation du gouvernement dès que possible. Notre visite d'aujourd'hui à Beyrouth est une visite de soutien de la part de l'État du Qatar. Le Premier ministre qatari a affirmé que son pays sera présent en termes de soutien économique et de reconstruction dès qu'un gouvernement sera formé. Au programme de ces rencontres, des entretiens avec le président du Parlement Nabih Berri, le Premier ministre sortant Najib Mikati et le Premier ministre désigné Nawaf Salam. Sur le front sud, l'armée libanaise a entamé son déploiement à Taïbé, à Marjayoun, alors que l'armée israélienne a intensifié ses mesures de surveillance à la frontière. Israël a commencé à installer de nouveaux postes d'observation sur les collines montagneuses à l'intérieur de la frontière israélienne afin de surveiller les villes libanaises voisines. Elle a également révélé que 6 sites seront mis en place, dont un à Shlomi, où les travaux ont été achevés. L'armée israélienne a incendié des maisons entre Rub Tlatin et Taïbé, ainsi qu'à Daïs et Houla, et démoli une station d'épuration des eaux usées dans la plaine de Marjayoun. Des avions de guerre israéliens ont effectué des raids fictifs dans l'espace aérien des régions de Nabatiyeh et de Qlim Toufah à moyenne altitude. Ils ont aussi survolé à basse altitude la banlieue sud de Beyrouth. Les Libanais qui se plaignent du temps printanier et de la rareté des pluies en plein hiver verront la tempête Assil arriver ce soir des régions polaires. Les températures seront inférieures à leur taux saisonnier, un brouillard dense se formera sur les hauteurs et des pluies accompagnées d'orages et de vents forts tomberont. La neige atteindra les 900 mètres d'altitude dans le nord. En Cisjordanie, un homme armé a ouvert le feu sur un point de contrôle de l'armée israélienne à Tayassir, à l'est de Jenin, en Cisjordanie, tuant 2 personnes et blessant 8 autres. Les services d'urgence israéliens ont déclaré que 6 personnes avaient été traitées sur place puis évacuées vers des hôpitaux pour y être soignées. 2 soldats étaient dans un état critique selon la radio militaire israélienne. L'armée israélienne a affirmé avoir tué l'homme au cours d'échanges de tirs. Elle a aussi envoyé d'importantes forces dans la région, qui est le théâtre d'une vaste opération militaire depuis le 21 janvier. Cette opération a causé la mort d'environ 30 Palestiniens, en plus de la destruction généralisée des infrastructures et des habitations et le déplacement de milliers de Palestiniens. D'où l'annonce de l'UNRWA que le camp de réfugiés palestiniens de Jenin se dirige vers une catastrophe. La porte-parole de l'UNRWA a précisé qu'une grande partie du camp avait été complètement détruite par une série d'explosions provoquées par les forces israéliennes. La reconstruction de la Syrie est au programme de la visite du président intérimaire de la Syrie, Ahmed al-Shara, à Ankara. Un pacte de défense commune qui prévoit l'établissement de bases aériennes turques dans le centre de la Syrie, l'entraînement de l'armée syrienne par la Turquie et la question des combattants kurdes seront également au centre des discussions entre al-Shara et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les discussions entre les présidents Erdogan et al-Shara porteront sur les mesures conjointes à prendre pour la reprise économique et la stabilité et la sécurité durable en Syrie, selon le chef du département de la communication de la présidence turque sur la plateforme X. Dans un effort pour équilibrer les liens régionaux après sa visite en Arabie saoudite, qui fut sa première visite à l'étranger depuis la chute du régime de Bachar el-Assad, al-Shara cherche à capitaliser sur la relation stratégique qu'il a forgée avec Ankara au fil des ans.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est le premier dirigeant étranger invité à la Maison-Blanche depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. Cette rencontre s'inscrit à un moment délicat de reprise des négociations sur Gaza. Le président américain Donald Trump a suscité récemment une vague d'indignation internationale en proposant de faire tout simplement le ménage dans les territoires palestiniens et de transférer les Palestiniens dans des lieux plus sûrs comme l'Égypte et la Jordanie qui ont refusé. En quittant Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a jugé qu'en travaillant étroitement avec Donald Trump, il serait possible de redessiner encore davantage la carte du Moyen-Orient. Une chose que Trump a laissé aussi entrevoir lorsqu'il a souligné qu'Israël était un très petit État en termes de territoire, en réponse à une question portant sur la possibilité qu'Israël annexe la Cisjordanie. La visite du chef du gouvernement israélien coïncide avec la reprise cette semaine des négociations par intermédiaire interposé entre Israël et le Hamas sur la deuxième phase du cessez-le-feu. Le président américain avait précédemment affirmé qu'il n'avait aucune garantie que le cessez-le-feu en cours se prolonge dans les territoires palestiniens, après avoir beaucoup vanté son rôle et celui de ses conseillers dans la cessation initiale des hostilités, annoncée juste avant sa prise de pouvoir le 20 janvier. Celle-ci doit permettre la libération des derniers otages retenus dans la bande de Gaza et amener la fin définitive de la guerre. La question d'une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite est aussi au programme des discussions de Trump et Netanyahu. Les préoccupations de Donald Trump concernant le Moyen-Orient ne le dissuadent pas de poursuivre sa guerre commerciale, notamment contre la Chine, qui n'a pas tardé à faire volte-face. En effet, Pékin a mis à exécution ses menaces dans le bras de fer commercial engagé par le président Trump en annonçant des droits de douane pour les secteurs américains de l'énergie, de l'automobile et des machines. Ces mesures ont été annoncées quelques minutes seulement après l'entrée en vigueur d'une augmentation de 10% des droits de douane imposés par Washington à l'ensemble des produits importés de Chine. Parallèlement, Pékin a annoncé ouvrir une enquête contre le géant technologique américain Google, qu'elle dit soupçonné d'avoir enfreint sa réglementation anti-monopole. La Grèce vit au rythme des humeurs du volcan de Santorini. La vague des séismes qui secoue l'île a poussé plus de 6000 personnes à la quitter. Lundi, un puissant séisme a secoué Santorini, ravivant la crainte d'un réveil du volcan. Prise de panique, plusieurs milliers de personnes ont quitté l'île par la mer. Malgré les appels au calme du Premier ministre grec, l'inquiétude grandit. Les ferries sont pris d'assaut et au port de Fira, les files d'attente s'allongent. Nous préférons partir avant qu'il ne soit trop tard, confie un touriste valise à la main. D'autres habitants plus résignés tentent de rester optimistes. Depuis dimanche, plus de 200 secousses ont été enregistrées. Santorini repose sur une caldeira volcanique active et l'augmentation de l'activité séismique inquiète les scientifiques. Nous surveillons de près la situation, mais pour l'instant, aucun signe imminent d'éruption, assure un spécialiste. Le dernier réveil du volcan remonte à 1950, mais l'histoire de l'île rappelle un précédent dramique en 1650 avant Jésus-Christ. Une éruption massive aurait provoqué un tsunami dévastateur, modifiant le paysage et détruisant des civilisations entières. Aujourd'hui, l'île se vide progressivement. Entre l'incertitude et la prudence, Santorini retient son souffle, suspendu entre la beauté et la menace de son volcan endormi. C'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Le cancer du poumon serait le plus fréquent dans le monde, avec environ 2,5 millions de personnes diagnostiquées en 2022. Fait étrange, il serait lié à la pollution atmosphérique, notamment chez les non-fumeurs, selon une étude récente. Des changements dans la fabrication des cigarettes et dans les pratiques du tabagisme depuis les années 50 ont pu jouer dans cette évolution. Mais la prévalence du tabagisme continue de diminuer dans de nombreux pays, tandis que la proportion de cancer du poumon chez les non-fumeurs a augmenté, observent les chercheurs. Le cancer du poumon chez les non-fumeurs est même devenu la 5e cause de mortalité liée au cancer dans le monde.
Et sur une note plus positive, Juliette Binoche, figure emblématique du cinéma français, présidera le jury de la 78e édition du Festival de Cannes en mai 2025. Avec elle, le festival fait le choix d'une artiste citoyenne engagée qui n'hésite pas à multiplier les prises de position politiques pour les droits humains et les femmes en Iran, l'écologie ou les personnes sans papier. Ces derniers jours, elle a signé un appel debout pour la culture contre les coupes budgétaires prévues par le gouvernement français dans ce secteur. L'annonce des films retenus en compétition officielle est attendue à la mi-avril. Sur ce, nous terminons ce journal. Merci pour votre attention. Bonsoir.